Cette lumière blanche qui fend le ciel, cette boule de feu, c'est une météorite qui va s'écraser sur Terre. C'était le 15 février dernier en Russie, dans la ville de Tcheliabinsk. La météorite a explosé en entrant dans l'atmosphère. Elle a soufflé des murs et des vitres et blessé plus d'1 millier de personnes. Bonjour, bonjour à tous. Et en voici un morceau. Il vient tout droit de l'Oural. Il ne pèse que 70 grammes. Mais sa valeur est estimée à 3 000 €. Depuis que le ciel est tombé sur ce coin de Russie, une drôle de chasse a commencé. Une chasse à la météorite. Un petit caillou de l'espace qui vaut de l'or et que s'arrachent les spécialistes. Ces fameux chasseurs de météorites, nous les avions pistés il y a 20 ans. Et surtout, le plus grand collectionneur au monde, devenu multimillionnaire. Vous allez voir sa collection. Dans sa cave transformée en coffre-fort, Bob Hague a amassé un trésor inestimable. Il possède la plus belle collection privée du monde. Cette météorite est un type très rare d'achondrite. Celle-ci, on l'a vue arriver. C'était au Texas en 1946. Des ouvriers mexicains l'ont vue tomber en plein jour. Je pense que cette météorite vaut environ 200 000 $. C'est une belle pièce de ma collection. Il nous a réouvert les portes de sa collection de météorites. Vous allez voir qu'elle s'est enrichie. Sa passion est toujours intacte et il a même fait des émules. Ici en France, nous avons suivi des chasseurs de météorites au Maroc, un pays devenu une terre promise pour les collectionneurs et surtout pour les amateurs de pierres de Mars. Regardez. Draveil, en banlieue parisienne. Dans cette rue, le 13 juillet 2011, le ciel a fait un drôle de cadeau à la famille de Martine. Un cadeau qui va signaler sa présence sur le toit du pavillon par un banal dégât des eaux. Les enfants sont venus en nous disant qu'il y avait de l'eau qui s'écoulait dans l'escalier. Et nous sommes allés dans le jardin pour regarder sur la toiture s'il n'y avait pas un problème. Et on a découvert une tuile brisée. On s'est dit, oh mince, les enfants ont dû lancer des cailloux sur le toit. Tuile pulvérisée, laine de verre arrachée. Et l'artisan livre un diagnostic fracassant. Le couvreur a dit que ça ne pouvait être qu'un objet extraterrestre pour briser une tuile en 1000 morceaux. Une météorite de 88 grammes est bel et bien venue s'écraser à plus de 15 000 km/h sur leur toit. La météorite, j'ai conservé tous les petits journaux, les documents. Le nom de famille de Martine l'a prédestinée peut-être à faire une telle rencontre. Ouais. Une météorite découverte chez Madame Comet. C'était rigolo, ça. Car Martine s'appelle Madame Comet. Ma mère, elle est venue me chercher à l'école et elle m'a dit, la fuite de toit, ça a été causé par une météorite. J'ai fait, c'est pas possible. J'ai pas cru. On me l'a même dit, t'as plus de chances de gagner au loto que de recevoir une météorite. À l'intérieur de ce sac plastique, précieusement conservé, voici tout ce qui reste de ce caillou tombé du ciel. Qu'est-ce que c'est là-dedans ? Alors, ce sont des petits fragments de météorites et je les conserve pour les enfants. Ça fait plaisir d'en garder quelques bouts. Comme ça, on aura un souvenir, même en étant plus grand. C'est mieux que rien. Si elle n'en conserve que des fragments, qui est devenu le reste de cette météorite ? Dès sa découverte, elle a déchaîné toutes les convoitises, celle du couvreur, celle du propriétaire du pavillon, loué par Martine. Tous persuadés que ce morceau d'espace était le leur et qu'il pouvait valoir beaucoup d'argent. Alors finalement, c'est au Muséum d'histoire naturelle que la météorite de Madame Comet va finir sa course. Une donation de Martine Comet, du propriétaire du pavillon et du couvreur. Les scientifiques lui ont réservé une place de choix dans la grande galerie de l'évolution. Et c'est la première fois que Martine retrouve son petit morceau de météorite. Alors c'est laquelle, la vôtre? C'est la toute petite. C'est vraiment émouvant de la revoir au muséum. Ça vous fait plaisir? Oui, parce qu'en plus, je découvre aussi les autres à côté. Je les avais vus que dans la presse. Car ce 13 juillet 2011, c'est une pluie de météorites qui s'est abattue sur la banlieue parisienne.
Le plus petit morceau est tombé chez Martine. Mais le plus gros, le voici, il pèse 5 kilos. Et dans sa chute, il a fracassé une margelle en béton. Pour ses visiteurs, la fascination laisse place à une certaine inquiétude. C'est sûr que si c'était tombé sur quelqu'un, on en aurait entendu parler, mais là... Je crois que ça se résume à des volumes comme ça va, il ne fera pas qu'il est plus gros. Récemment, c'est en Russie que le ciel est tombé sur la Terre. Alors, doit-on réellement s'inquiéter de ces pluies de météorites ? Sont-elles prévisibles? Que nous enseignent ces morceaux d'espace dont la valeur marchande peut se compter en centaines de milliers d'euros? Quelques terriens parcourent le monde à la recherche de ces trésors extraterrestres. On les appelle les chasseurs de météorites. Tucson, dans l'Arizona, au sud-ouest des États-Unis. C'est ici que vit le plus célèbre de tous les chasseurs. Il s'appelle Bob Hague. Elle est pas belle celle-là? Et nous le découvrons en plein polissage d'une météorite qui vaut une petite fortune. Dans ce caillou, un alliage inconnu sur Terre de fer, de nickel et d'olivine. Allez, au suivant. Oh, je les aime. Bob l'a découpé en petits morceaux de 6 grammes qui peuvent se revendre 450 € pièce sur le marché. Ça, c'est un morceau de palasite d'Esquel. C'est la plus rare, la plus belle météorite que j'ai dans la collection. Et celle-ci, je l'ai trouvée en Argentine. Un gros morceau avait creusé un trou en tombant, il y avait un cratère, et ils ont trouvé une seule pièce, 750 kilos. J'ai acheté l'essentiel de cette météorite il y a 25 ans. Vous travaillez toujours dessus ? Oui, je travaille toujours dessus, petit à petit, et je contrôle les prix, la distribution, tout ça. Vous savez, c'est de plus en plus cher. Et tout ce qu'on fait avec, de la bijouterie, enfin n'importe quel objet, ça se vend comme ça, pas de souci. Vous vous rendez compte? Ça vient de 2 fois plus loin que le soleil. Bob Hague a fait fortune avec ses cailloux de l'espace et en 30 ans a constitué une des plus belles collections privées au monde. Bien à l'abri dans son bureau coffre-fort où il range des pierres venues de toute la galaxie. Et la voilà ma collection. Alors, il y a un peu de pierre de lune, un peu de pierre de Mars, des météorites ferreuses, des palasites. Ce qui fait le prix d'une pierre, c'est sa beauté et sa rareté, mais pas seulement. Alors regardez bien. Voilà le plus gros morceau de la Sutter Mill tombé en Californie. C'est vraiment de la très bonne météorite. Si ce morceau d'espace vaut plus de 100 000 €, c'est aussi parce que son arrivée sur Terre a été filmée. Regardez, il y a 6 heures, c'était à côté de la Lune. Dès la diffusion de ces images, des centaines d'Américains sont partis en chasse, et parmi eux, bien sûr, Bob Hague. Je me souviens, partout les gens cherchaient. Il y a plein de gens qui cherchaient. Au total, je crois qu'il y a 50 morceaux qui ont été trouvés. Et ça, c'est la plus grosse. Et dans le tas, il y avait un monsieur, peut-être un peu plus chanceux que les autres. Lui aussi, il essayait, il regardait autour de lui. En fait, il était juste venu comme ça. Il s'est dit, moi aussi, je peux le faire. Allez, allez, je peux le faire. Et moi, je l'ai rencontré et je lui ai dit, tiens, vas-y, vends-la-moi, vends-la-moi, vends-la-moi. Je te donne 1000, je te donne 5000, je te donne 60 000 pour ça. C'est ma vie. Les météorites, c'est ma vie. Je suis marié avec elles. Je suis vraiment chanceux de les avoir. Un mariage qui dure depuis au moins 20 ans. Nous l'avions rencontré en 1993. À cette époque, il était déjà à l'affût de la moindre pierre de l'espace. Bob Hague nous avait donné rendez-vous quelque part dans le ciel d'Arizona. Le chasseur dirigeait ses équipes à la recherche de cratères de météorites. Allez-y, continuez à chercher. Vous voyez quelque chose? Moi, là-bas, je vois des trous. C'est peut-être que des trous, mais allez voir, c'est peut-être des cratères aussi. Au sol, un premier tri était effectué grâce à ces détecteurs de métaux, car la plupart des météorites contiennent du fer ou du nickel. Ça a bipé autour des cratères? Non, on n'a rien. On a juste trouvé des bouts de métal autour. Mais ça pourrait être intéressant. Bob promenait son regard d'expert sur la récolte qu'il triait ensuite grâce à un aimant.
Un test imparable. S'il ne colle pas, ces pierres ne sont que de vulgaires cailloux. Ce jour-là, il était rentré bredouille, mais qu'importe. Bob était déjà sur les traces d'une autre météorite, tombée au Mexique. Oui, bonjour monsieur, bonjour. De l'Allende, il vous en reste un morceau? Parce que moi je suis preneur, hein. Mais attention, les prix, il faudrait pas être excessifs, parce qu'après je pourrais pas les revendre, hein. Derrière ces faux airs de chanteurs de hard rock se cachait un homme d'affaires dont la fortune se chiffrait déjà en millions de dollars. Bob avait fait de la petite entreprise familiale, spécialisée dans la vente de minéraux, une multinationale de la météorite. Ce n'est pas un hasard si Bob Hague consacre sa vie aux cailloux de l'espace. Dans sa famille, la passion pour les minéraux est une tradition. Voilà ma grand-mère. Elle a 96 ans, elle s'appelle Annie et elle est née en Tchécoslovaquie. Et c'est vraiment elle qui a lancé cette affaire de minéraux. Au début, on avait ce petit business de minéraux et après, j'en ai fait cette affaire de plusieurs millions de dollars. Parce que je contrôle beaucoup de météorites, elles sont devenues ma propre monnaie. Je peux faire monter ou baisser les cours, je peux vendre ou ne pas vendre. Avec un petit morceau de pierre de Mars, je me suis payé cette corvette. Et avec un autre morceau de météorite, eh bien, j'ai acheté ma maison. « 20 ans ont passé et grâce aux pierres de l'espace, Bob assouvit toujours sa passion pour les coupés cabriolets. Mais il n'est plus le seul à chercher ces trésors tombés du ciel. Allez, en avant pour le Mineral Show. On va voir ce que les autres chasseurs ont trouvé. C'est marrant de découvrir ce que celui qui vient du Maroc, par exemple, a trouvé, ou celui qui vient d'Australie, ou encore celui qui vient du Chili. C'est vraiment bien, il y a beaucoup d'argent qui circule autour du show. Une fois par an à Tucson, la ville natale de Bob Hague, se tient le Gem Show. C'est la plus grande foire exposition aux minéraux et pierres taillées au monde. Ici, tout s'achète, de quelques dollars à plusieurs centaines de milliers. Émeraudes, saphirs, grenats, fossiles et bien sûr, météorites. Un rendez-vous fréquenté chaque année par 50 000 chasseurs de cailloux, venus de toute la planète. Et parmi eux, dans les allées de ce motel, des Français que Bob connaît bien. À la boutique Carillon, il y a le fils, Louis. Et au fond de leur chambre, transformée en salle de vente, le père, Alain, qui présente leur dernière trouvaille à Bob avant de lui préparer une petite surprise. Dans l'ordinateur, le DVD du reportage réalisé en 1993 et que Bob n'avait jamais vu. Oh, mes cheveux, mais qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux? Bon, en revanche, j'ai toujours la ligne, hein. C'était marrant, tout ça. Oh, j'ai un super souvenir avec cette ULM, là, c'était super. Quelles images, quelles images. Je me souviens, au tout début, quand on vendait des météorites, les gens, on leur disait, ils nous croyaient pas. Non, vraiment, ils nous croyaient pas. Quand ils venaient sur nos stands, impossible, non. On leur disait, on leur montrait, regardez, c'est des météorites, ça vient de l'espace. Et après, ils réfléchissaient et hop, ils réalisaient, ça y est, ouais, l'espace. Météorite, oui, tombé, boum, wow, combien, non, come, oh, look, we're up. Et après, ils voulaient acheter. Bob Hague n'avait alors plus qu'à ferrer le client et faire fortune. C'est vraiment le premier météorite man, c'est lui. Moi, je suis marchand de minéraux, donc les météorites, c'est ma passion personnelle, mais lui, c'est vraiment son métier proprement dit. 20 ans ont passé et l'étoile de Monsieur Météorite brille toujours. Il suffit de se promener avec lui dans les allées du salon pour s'en apercevoir. Hey, comment ça va, mon frère? Hey, salut Bob. Quand est-ce qu'on repart en chasse tous les deux? Ah, mais moi, j'ai jamais arrêté de chasser. Tu sais quoi? Laisse-moi te donner ma carte et faudrait vraiment que je te parle de certains trucs. J'ai de belles pièces à te montrer. Ok, génial. Quelques mètres plus loin, d'autres vendeurs se pressent autour de lui pour lui faire estimer leurs plus belles pièces. Comme ce chasseur de météorites marocain qui vient d'acquérir cette pièce de 450 kilos trouvée au Brésil. Ouais, ça, c'est vraiment une belle pièce, hein.
Tu l'as acheté combien? 100 000? 90 000? 92. 92 000? Ouais, c'est bien. Hein. C'est correct? Ah, le prix, super. Hein. Très très bien. Pour une pièce comme ça, super. Tombée de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, cette météorite, c'est un peu le tout venant pour Bob. Chez moi, j'en ai des comme ça. Mais celle-là, elle est vraiment belle quand même. Le nec plus ultra, ce sont les morceaux de planètes, beaucoup plus rares et on ne les trouve pas sur un parking. Dans la boutique de Mike Farmer, principal concurrent de Bob, il est facile de décrocher la Lune en ouvrant une vitrine. 300 000 $ et c'est à vous. Ça, c'est de la pierre de lune. Elle a été trouvée au Maroc. Ça, j'en ai trouvé une trentaine de morceaux éparpillés dans le désert. Rien que celui-là vaut 30 000 environ. Hier, j'en ai vendu pour 80 000 $ en une seule journée. La plus chère que j'ai jamais vendue valait 600 000 $ au Musée Royal d'Ontario. Je les ai vendus au gouvernement canadien. C'est le meilleur météorite-man à mon avis aujourd'hui. En fait, j'aimerais être lui aujourd'hui. Bob la joue modeste, mais pour lui aussi, les affaires se portent très bien. Vous gagnez mieux votre vie aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Aujourd'hui, oui, je gagne mieux ma vie, oui. Mais Bob Hague ne nous dira pas combien exactement. Monsieur Météorite fait aujourd'hui son business loin des caméras de télévision. Alors, pour comprendre comment s'organise aujourd'hui la chasse aux cailloux de l'espace, nous quittons Tucson pour le centre de Paris. C'est là, à 2 pas de la cathédrale Notre-Dame, que les plus célèbres chasseurs de météorites français nous ont donné rendez-vous. Il y a 40 ans, Alain Carion, le père, a ouvert sa boutique de minéraux, où petit à petit, les météorites ont trouvé leur place. Comme ce spécimen, autrefois enfoui dans la terre en Amérique du Sud. C'est une météorite métallique qui vient de Campo del Cielo en Argentine. 190 kilos. 190 kilos et 100 000 €. Mais celle-là est très belle de forme. Ça, c'est beau. Celle-là, c'en est une aussi. Elle fait 80 kilos, mais elle est plus patatoïdale. C'est le moins qu'on puisse dire. Leur réputation est telle que ces chasseurs de météorites n'ont parfois pas besoin de quitter leur boutique pour tenter d'enrichir leur stock. Alors, je viens pour la pierre. Ouais. Vous l'avez là, enfin dans le coffre de la voiture? Dans le coffre de la voiture. Ouais, on y va si vous voulez. Régulièrement, des amateurs leur proposent des pierres, persuadés de leur origine extraterrestre. Dans la voiture de cet homme se cacherait un trésor. C'est quelque chose que vous avez trouvé où? En Tunisie. En Tunisie? Ah oui, Tunisie. 45 kilos. 45 kilos. Attention les doigts. Oh, c'est marrant parce que c'est un... Ah oui, d'accord. C'est un énorme résidu de fonderie. Donc malheureusement, c'est pas de la météorite. Quand les hommes fondaient le métal, sur le bord des cuves, c'était même du métal fondu en fait, qui gratte et qui jette. Et en plus, ça a un aspect très métallique et ça colle pas du tout l'aimant. Donc c'est sûr, c'est pas météorite. Parce que toutes les météorites métalliques retiennent l'aimant. Vous êtes déçu, monsieur? Ouais, un petit peu. Quand on sait que parfois ça se vend plusieurs centaines d'euros le gramme, quand on en ramasse 45 kilos, qu'est-ce qu'on se dit? Ça, c'est l'auto, quoi. Un autre joueur vient tenter sa chance. Voilà, je vous amène une pierre que j'ai trouvée Ouais. dans le désert du sud algérien. Je voulais savoir ce que c'était. C'est malheureusement un nodule d'hématite. C'est quelque chose de bien terrestre. Ça a des trous, ça c'est mauvais signe pour une météorite en général. Une météorite n'a jamais de trous comme ça. Là. Vous en avez déjà trouvé? Non. Mais bon, la prochaine fois peut-être, je sais pas. Je reviendrai vous voir. Plaisir. C'est l'expérience qui parle. En 40 ans d'existence, seuls 2 météorites ont atterri sur le bureau des Carions grâce à des amateurs en quête de fortune. C'est dans les étendues désertiques du sud du Maroc que les Carions ont leur arrière-boutique. Avec quelques amis et un budget d'achat de 10 000 € environ, Louis Carion part à la chasse au gros gibier. Il y a quelques mois, des morceaux d'une météorite martienne ont été découverts dans la région. Il y a des nomades qui l'ont vu tomber, qui l'ont ramassée, très fraîche. Donc c'est d'autant plus extraordinaire que des météorites martiennes, on en connaît à peu près une 50aine sur Terre. Et ce qui est amusant, c'est que pendant les quelques mois qui ont suivi l'annonce que cette météorite était d'origine martienne, il y a eu des milliers de Marocains qui sont partis sur place et qui ont cherché cette météorite.
Un premier arrêt va s'imposer sur la route de Tissint, dans une plaine caillouteuse. Louis Carion ne résiste pas à l'envie de tenter sa chance lui-même. C'est un coin qui est assez propice à la recherche aux météorites parce que c'est assez plat, le sol a l'air très dur. À la chasse aux météorites, c'est 100% de chance. Il faut savoir ce qu'on cherche, mais ensuite la probabilité de trouver est très faible. Et qui marche le plus a le plus de chances d'en trouver. La probabilité de chute est la même pour tous les points du globe, dans le sud marocain, à Draveil ou ailleurs. Mais dans les déserts, on les repère mieux. La première météorite métallique a été trouvée comme ça. Le berbère a ramassé l'objet parce qu'il pensait que c'était un gros bloc d'argent. C'était très lourd et la pierre était complètement différente de ce qu'il avait l'habitude de voir autour de lui. Ça montre bien que même sans connaître les objets, il savait que l'objet était différent. Voilà, il y avait quelque chose d'autre. Les recherches sont infructueuses, mais cet arrêt est l'occasion d'une rencontre insolite avec un berger des environs. C'est rigolo. Oui. Non, c'est pas une météorite. Là. Mon aimant. Donc comme j'en avais plusieurs, je lui ai donné un aimant. Et en échange, il me donne son morceau d'hématite. Voilà, c'est charmant. Donc c'est peut-être un futur... un futur chasseur de météorites, bien sûr. Louis Carion le sait, un bon chasseur de météorites assez rabatteur, qu'il s'agisse d'un berger ou d'un commerçant. Au menu de ce restaurant ce soir sur la place de Tissint, tagine et météorites. Le patron de l'hôtel ici m'a dit oui, j'ai passé un coup de fil, dans 5 minutes, il est à 5 km, normalement il devrait arriver. Un jeune homme arrive enfin, c'est lui qui va nous guider jusqu'à son village, à travers la Palmeraie, où se trouveraient des morceaux de Mars à vendre. Sans parler un mot d'arabe, Louis Carion va engager la discussion dans la salle commune du village. Bonjour, ça va bien? Non, je cherche de la météorite. Météorite? Météorite. Les pierres qui viennent de l'espace? Oui. Précieusement emballé dans une boîte de pellicule photo, peut-être un morceau de la planète Mars. Oui, c'est ça. La croûte est bien noire, luisante. L'intérieur, c'est un petit peu blanc-vert. Voilà un morceau de Mars. Quel est le prix pour ça? Et les gars, il a demandé le prix. Je crois qu'il est prêt à payer. Et tout aussi fabuleux que l'origine de la pierre, le prix qui reste à débattre. Combien il veut? 1 million. 1 million de dirhams? Ah oui, c'est bien. Donc 100 000 euros. 100 grammes. Ah, le gramme? Tant qu'à faire. Ah oui, 100 000 euros le gramme. Oui. Ah oui, c'est bien. Oui, non, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont encore chez eux. Oui, non, mais on va pas s'entendre parce qu'on part un peu trop loin. Oui. Mais la négociation ne s'arrête pas là. 1 million, tout? Ah oui, d'accord. Oui, non, mais même, on est beaucoup trop loin. Dans un pays où le salaire moyen est de 400 € environ, la météorite martienne fait tourner les têtes. Aidé par l'instituteur du village venu assurer la traduction, le vendeur fait une dernière offre. Hier, quelqu'un nous a déjà promis de l'acheter à 9 000. Il nous a demandé un délai d'ici 4 jours. Il y a certainement des gens qui achèteront ça à 9 000, mais pas moi. 9 000 dirhams le gramme. Merci à vous. Merci soit 900 € le gramme de météorite martienne. 3 fois le prix envisagé par Louis Carion. On a vu Mars, on l'a tenu dans la main. Donc ça, déjà, rien que ça, voilà, c'est magique. On n'a pas fait affaire. Mais bon, vu le prix proposé, mais c'est pas grave. Ça sera une prochaine fois. Mais comment Louis Carion peut-il être certain que ce caillou vient bien de Mars? Comme tous les chasseurs de météorites, sur le terrain, il se fie à son expertise. Mais ça ne suffit pas toujours. Pour authentifier certaines de leurs découvertes, Louis et ses concurrents demandent parfois l'aide des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle. Un chasseur de météorites a donné un petit morceau de sa découverte à Brigitte Zanda, astrophysicienne. Il voulait savoir si son caillou de 80 grammes vient bien de l'espace. Et il n'a pas été déçu. Cette météorite, en fait, vient d'être identifiée comme le premier fragment connu de la surface de la planète Mars. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait plusieurs météorites qui étaient identifiées comme provenant effectivement de Mars, mais c'est toutes des objets qui viennent d'une certaine profondeur. Grâce à cette expertise scientifique, le collectionneur sait maintenant que sa météorite martienne est exceptionnelle et vaut bien plus de 10 000 € le gramme.
En échange, le chasseur a donné une partie de sa prise à la recherche. On a horreur de faire ça parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Chaque fragment est destiné à un laboratoire, en France, aux États-Unis et en Australie. Il y a toute l'histoire géologique de la planète, ou une bonne partie de l'histoire géologique de la planète à reconstituer simplement sur la base de cet échantillon-là. Depuis que je sais ce que c'est et qu'on a commencé à travailler dessus, voir à quoi ça ressemblait, je suis excitée comme une puce en fait. J'arrive pas à me calmer. Depuis notre tournage, ces fragments ont commencé à livrer leurs premiers secrets, confirmant la présence d'eau sur Mars il y a plusieurs millions d'années. Mais les chasseurs ne tombent pas toujours sur des météorites aussi précieuses. Au Maroc, Louis Carillon, qui n'a toujours pas acheté sa météorite martienne, poursuit ses recherches. Il fait halte à Erfoud, aux portes du désert. Et très vite, il est pris en charge par les commerçants du souk. Je cherche des gens qui ont des météorites. Oui, c'est possible. Ouais. D'accord. Très bien. C'est loin d'ici ou pas? À peu près 300-400 mètres d'ici. Ouais, écoute, on y va. Si le Français vient si souvent au Maroc, c'est parce que le pays lui offre le plus beau et surtout le plus sûr des terrains de chasse. Le Maroc reste le pays d'Afrique du Nord où il n'y a aucune loi vraiment restrictive sur le commerce et la vente de, la vente de météorites. L'Algérie, par exemple, et même la recherche de météorites, c'est même pas le fait d'en posséder. Si vous dites que vous cherchez des météorites, c'est puni sur le papier de 3 ans de prison. L'Égypte, pareil, 3 ans de prison. La Tunisie, maintenant, c'est interdit de sortir de territoire. Et la Libye, de manière, on ne peut même pas sortir un caillou. Au Maroc, le problème, c'est d'arriver à faire le tri c'est pas une météorite, c'est ça le problème. dans tout ce qu'on lui propose. C'est une météorite. Non, c'est pas une météorite. C'est sûr. Oui, non, mais sûr, non. C'est un grand classique. Ouais. Et si tu veux montrer, tu connais des gens aussi, toi, qui en ont? Oui, sans problème. Alors, va-t-il avoir plus de chance chez ce marchand de fossiles? Vous avez des météorites? C'est ça? Oui. Ouais. Ah oui, un bel objet. Une très belle, hein. Combien de kilos? Combien elle pèse? Le poids... 13 kilos d'espace, vendu 2000 €. Donc ça, c'en est bien une, hein. Très belle. Pourquoi ne pas partir avec cette pièce? Vous dites que c'est une belle pièce. C'est pas vraiment ce que je cherche. Je cherche plutôt, moi, soit de la météorite de Thyssen, bien sûr, cette météorite martienne que tout le monde cherche, soit des petits objets très beaux, c'est-à-dire avec une belle croûte de fusion assez fraîche. Derrière le Français, les vendeurs s'agitent pendant l'interview. Oui, vous avez des choses. Alors, voilà, il y a le bouche à oreille qui a marché, le téléphone arabe qui a circulé, et il y a un autre monsieur qui vient me montrer des choses. Bonjour. Bonjour. C'est bien? Hop. Merci. Alors ça c'est très intéressant. C'est pour ça que c'est marrant, on ne sait jamais. Donc les deux sont des météorites. Celle-ci, c'est exactement ce que je cherche. C'est-à-dire c'est petit, très beau. Il y a une très belle croûte de fusion, la noire, c'est-à-dire qu'elle est bien fraîche. La croûte de fusion, c'est cette partie carbonisée par l'entrée dans l'atmosphère, caractéristique d'une météorite. Un morceau du ciel que Brahim Horace n'a pas trouvé par hasard. J'en cherche depuis les années 2000. C'est pour ça que je connais bien. Maintenant, je connais les pierres de Lune, les pierres de Mars, les chondrites. J'arrive à faire la différence. Je les vends à plein de monde tout de suite, à des étrangers, mais aussi à des spécialistes, bien sûr. Il y a beaucoup de spécialistes qui viennent ici pour les météorites. Combien vous voulez de ça? Dis-lui 50 € chacune. Je propose 20 €. Ici au Maroc, c'est bien. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Choukran. Voilà. Donc un bel objet. Voilà, un petit morceau d'espace pour 20 €. Donc je suis très content. Voilà. Merci beaucoup. Choukran. Merci. Pour enrichir leur collection, Louis et les autres chasseurs de météorites n'ont pas d'autre choix que d'aller sur le terrain. Jusqu'à présent, aucun système n'est capable de déterminer quand et où tombent ces petites météorites. Pour les plus grosses, c'est un peu différent. Enfin, pas toujours. Ce soir, à l'Observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées, Sylvain Boulet, planétologue, a rendez-vous avec un astéroïde de 47 mètres de diamètre. Ce soir, en fait, il y a un bel événement à observer dans le ciel. Et donc, on va utiliser l'un des télescopes pour observer un astéroïde, en fait, qui s'appelle 2012 DA14 et qui va frôler la Terre, en fait, qui va passer à 27 000 km de la Terre.
Les scientifiques savent depuis 1 an que cet astéroïde passera à proximité de notre planète. Ils ont eu tout le temps nécessaire de préparer leurs appareils de mesure. Et grâce à une caméra ultra sensible, les astronomes sauront tout de sa forme, de sa vitesse et de sa taille exacte. Donc le télescope, il pointe à peu près où va sortir l'astéroïde. Ça fait 1 semaine là qu'on regarde la météo, qu'on est complètement obsédé par la météo, savoir si c'est au bon endroit, s'il faut aller là, s'il faut aller en Provence, s'il faut aller en Espagne, et puis finalement, voilà, c'est bon. De mémoire d'homme, c'est la première fois qu'un astéroïde s'approchera aussi près de la Terre. Ce soir, l'astéroïde sera plus proche de la Terre que certains satellites qu'on a envoyés. La Terre fait du 110 000 km/h autour du Soleil. 110 000 km/h, donc imaginez-vous que l'objet va passer à 22 000 km de chez nous. Donc globalement, on va avoir 10 minutes de décalage en fait en vitesse, si vous voulez, entre l'objet et la Terre. Donc à 10 minutes près, on aurait pu se le prendre sur la tête. Grand comme 2 terrains de tennis, il faut croire que 2012 DA14 était facile à repérer. Car ce jour-là, c'est un autre caillou venu de l'espace qui a surpris les scientifiques du monde entier. Ouais, c'est le chaos en Russie, c'est tombé en Russie et pas chez nous. C'est vrai, putain, t'as vu les images? Ouais, t'as vu les images. C'est incroyable, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est banque supersonique. C'est incroyable. Ces images ont fait le tour du monde. Ce 15 février 2013, une météorite a pénétré dans l'atmosphère juste au-dessus de la Russie à une vitesse de 15 000 km/h avant d'exploser dans le ciel. Franchement, t'as vu la luminosité du truc, quoi. Il est où? Ah, il est là. Ouais, donc là, il commence à rentrer, là, genre il y a 100 km d'altitude, là il commence à se désagréger. Je pense qu'il doit exploser genre à 20, là il se fragmente, là. En fait, il est assez lent. Au sol, l'onde de choc secoue la ville de Tcheliabinsk, 1 million d'habitants. Bilan de cette déflagration dans le ciel russe, plus de 1000 blessés et des dégâts qui se chiffrent en millions d'euros. Et aucun radar, aucun télescope n'avait repéré cet astéroïde de 17 mètres de diamètre. Des objets de quelques mètres, à les détecter avant, c'est très très difficile. Sur Terre, on le sait, il y a quelques objets comme ça qui arrivent tous les ans, mais souvent ça tombe dans l'eau ou dans des zones complètement désertes. Donc la chance pour les scientifiques, c'est que c'est arrivé dans une zone urbanisée. Et malheureusement, pour les gens qui ont habité là, bon, il y a eu quelques dégâts. Si elle n'était pas tombée près d'une zone habitée, cette météorite de 17 mètres aurait bien pu passer totalement inaperçue. Mais qu'en est-il des astéroïdes plus gros et donc plus dangereux en cas de collision? C'est incroyable. Dans l'espace, les scientifiques en ont repéré 6000, mesurant chacun plus de 100 mètres. Et selon leurs calculs, aucun ne devrait croiser notre route, et heureusement pour nous. Disons qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de risque d'impact immédiat. Demain, dans 1 mois ou dans 1 an, il y a un astéroïde et on lui dit, bon, voilà, il va rentrer en collision avec la Terre. La seule chose qu'on saura faire, c'est à peu près calculer le point d'impact et dire aux populations d'aller à l'autre bout du globe pour éviter les effets de l'impact. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Missiles, satellites pousseurs, des solutions techniques sont à l'étude, mais l'homme ne possède aujourd'hui aucune arme fiable pour détourner ou détruire l'un de ces gros astéroïdes s'il menaçait la Terre. En attendant, la surveillance du ciel n'est donc pas prête de se relâcher. Ce 15 février 2013, le soleil se couche sur le pic du Midi et au nord-est, l'astéroïde 2012 DA14 se prépare à frôler la Terre à l'heure dite. C'est lui, oui, il bouge, c'est lui. Attends, fais voir sur la... Ouais, regarde l'image. On est en dessous complètement de la trajectoire. On est en dessous de la trajectoire, oui. Bon, bah le voilà. Oui, il est un petit peu en dessous. Ah ouais, on le voit bouger. Oui, parce qu'il va vite. Oui, il fonce. Hein. Un minuscule point blanc sur un écran. Vu d'ici, 2012 DA14 et ses 47 mètres ne sont plus si impressionnants. C'est le petit point qui est là. Pourtant, la vidéo va faire le tour de la communauté scientifique. Pour mettre un temps, pour mettre ça sur Internet, vite. Dans le ciel, l'astéroïde poursuit sa course. Selon les scientifiques, il ne devrait plus jamais frôler la Terre. Bonjour Jean-Loup Chrétien. Bonjour. Vous êtes le premier spationaute français, vous êtes un voyageur de l'espace. Alors est-ce que vous êtes aussi un collectionneur de météorites? Pas collectionneur de météorites. Je trouve ça superbe et j'aurais pu.
Vous auriez pu. Est-ce que vous comprenez ces chasseurs de météorites qu'on a vus dans ce reportage, qui peuvent parcourir le monde à la recherche de ces petits cailloux de l'espace? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est passionnant de les récupérer ces morceaux d'ailleurs, ces petits vagabonds qui ont sillonné une bonne partie du ciel avant de nous tomber dessus. Bon, je vous invite d'ailleurs, vous en avez déjà tenu un dans votre main, j'imagine. Oui, ça vous est déjà arrivé plusieurs fois. C'est attendrissant, voir cette petite pierre qui a perdu sa liberté et qui est venue nous rendre visite et nous raconter un petit bout de l'histoire du système solaire et peut-être de plus que le système solaire. Alors, la NASA projette de capturer un astéroïde à l'horizon 2021. C'est le président des États-Unis, Barack Obama, qui a lancé ce programme qui coûte déjà 100 millions de dollars. À quoi ça sert de capturer un astéroïde? Le premier objectif, c'est de démontrer qu'on est capable d'y aller pour éventuellement dévier ou supprimer en quelque sorte un astéroïde qui serait dangereux et qui pourrait s'écraser sur la Terre. Donc c'est pour protéger la Terre, mais est-ce qu'il y a un intérêt pour la science? Est-ce que ça peut faire avancer la science de capturer un astéroïde? Alors ensuite, c'est intéressant, à mon avis, de récupérer, d'être in situ, de voir de quoi est fait cet astéroïde et de trouver, de comprendre aussi et d'avoir la preuve d'une partie de l'histoire qu'on avance du système solaire et de l'origine de ces astéroïdes. Il y a un petit bout d'histoire, il y a un petit bout de découverte, un petit bout d'aventure. Et non, je ne vais sûrement pas vous dire non. Jean-Luc Chrétien, vous êtes le premier Français qui est allé dans l'espace, qui était en orbite. On vous voit sur ces images, c'était en 1982. Ce sont des images qui appartiennent à l'histoire maintenant. Est-ce que vous vous souvenez des sensations que vous avez éprouvées à ce moment-là? Ah oui. L'histoire est très courte. Et c'est vrai que le temps a écoulé depuis la première expérience, puis la seconde et la troisième. Vous êtes allé 3 fois dans l'espace, 82, 88 et 97. Ouais. Et donc ça reste très frais. Les sensations éprouvées restent très fraîches. Et on a dû... Quelles sont ces sensations? Par exemple, dans votre deuxième mission, en 88, c'est toujours une mission avec les Russes, vous passez 6 heures en orbite dans l'espace. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? C'est un moment grandiose d'être en scaphandre dehors. On oublie très vite le scaphandre, on a l'impression d'être en costume ou même en maillot de bain dans l'espace. Et 6 heures, ça peut paraître long, ça se passe très très vite. Il y a à la fois le spectacle, on a beaucoup de travail, donc on est très pris pendant ces 6 heures, mais c'est grandiose par le spectacle et par les sensations. C'est agréable de flotter au-dessus de la planète, c'est agréable de faire à pied un tour de planète en 1h30, donc en 6 heures on en fait 4, donc on voit 4 nuits et 4 jours. Et puis, on ne se lasse pas une seconde dès qu'on a l'occasion de regarder un petit peu du spectacle. Est-ce qu'il y a de la peur? La peur, c'est un sentiment qu'on éprouve quand on n'a pas confiance. Et les gens qui vous forment, et les gens qui vous prêtent leur technologie, vous apprennent déjà à avoir confiance en eux, sinon on ne serait pas là, on ne le ferait pas. Donc on a confiance dans ces personnes, et petit à petit, on a confiance dans l'ensemble du système, on a confiance dans les gens avec lesquels on va évoluer, donc l'équipage, et confiance en soi. Donc la confiance est essentielle. C'est la base. C'est la base. Et à ce moment-là, la peur ne peut pas intervenir. Ça serait paradoxal. Alors quelle est la nouvelle frontière, justement? Le président Obama, récemment, vient de renoncer à renvoyer des hommes sur la Lune. L'objectif, c'est Mars. Ce sont aussi les vols habités, les vols pour touristes dans l'espace? Oui, tout à fait. Il faut que l'espace soit praticable par tout le monde. C'est la même histoire que celle de l'aéronautique, et l'aéronautique n'est qu'une branche de cette exploration de la 3e dimension, exploration progressivement de plus en plus lointaine, et on retrouve ce qui s'est passé pour l'aéronautique. L'aéronautique n'est devenue ce qu'elle est aujourd'hui que parce qu'elle a été accessible à tout le monde. Et c'est bien ce qu'a dit le président Obama, la mission de la NASA est d'explorer pour ouvrir les portes. Coloniser l'espace. Oh, coloniser... c'est presque ça ce que vous dites. Vous rêvez de retourner dans l'espace? Ah, toujours, oui. C'est possible? Le plus âgé à être allé dans l'espace, c'est John Glenn, et il avait 77 ans. Et ça s'est très bien passé. Donc tout est encore possible. Merci Jean-Luc Chrétien, merci d'être venu nous faire partager votre passion. Pour tous les amateurs, une exposition à voir, à ne pas rater à la Cité de l'Espace de Toulouse, Explorer Mars.
La semaine prochaine, la suite d'une enquête réalisée il y a 2 ans sur des décharges illégales que nous avions découvertes dans le département du Var. Des déchets et des gravats qui provenaient essentiellement de chantiers publics et qui défiguraient le paysage. 2 ans après, nous y sommes retournés. Tout de suite, regardez un extrait. Sur les hauteurs de Sifour-les-Plages, dans le Var, un élu de la commune nous a proposé une balade en pleine nature. Ouais, on y est, je crois. Dans ce site classé, particulièrement protégé, ce n'est pas le paysage qu'il va nous faire admirer, il veut dénoncer un scandale. Là, on y est, là, sur la décharge. Pendant 20 ans, en toute illégalité, des entrepreneurs y ont déversé des gravats, des pierres et de la terre provenant de chantiers de construction ou de démolition, et même de curieux vestiges. C'est une colonne, certes, mais pas une colonne d'un temple gréco-romain. C'est la colonne donc d'un ouvrage public qui a été démoli avec l'argent des contribuables. Mais l'argent des contribuables n'a pas servi à payer la décharge. Par contre, elle a bien servi à l'entrepreneur qui se l'est mis dans la poche et qui entre-temps s'est débarrassé de tout ça dans la forêt. Cette colonne provient de cette passerelle qui surplombait une grande avenue de la commune. Détruite en 2004, elle aurait dû atterrir dans une décharge autorisée. L'entrepreneur de la démolition s'y était engagé. À l'époque, toute l'opération est filmée par un amateur. Sur cette vidéo, on voit les pelleteuses en action. Puis l'une de ces colonnes atterrit dans un champ. Rien à voir avec ce qui était prévu dans le contrat. C'est la semaine prochaine dans Envoyé spécial la suite. Merci Jean-Loup Chrétien. Décidément, il vous plaît ce petit morceau d'astéroïde? Ah bah tout à fait, oui. Vous savez qu'il vaut très cher. Ah oui, oui. 3 000 €. 3 000 €, oui, ça m'étonne pas. Pour 70 grammes. Et merci à tous d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Bon après-midi sur notre chaîne et à très vite. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur France2.fr.